La descente aux enfers. Je ne sais pas exactement à quel moment tout a dérapé. Peut-être était-ce le jour où j'ai remarqué la disparition du vieux briquet de mon père. Ou peut-être bien avant. Tout ce que je sais, c'est que depuis quelque temps, je ne me sens plus chez moi. Pas même dans cette vieille caravane plantée sur ce terrain en bordure de forêt. La vie ici n'est pas facile. Mais c'est tout ce que j'ai. Après l'accident de mes parents, il ne me restait plus que ma grand-mère pour m'aider avec mes jumeaux, Léo et Mathis. Elle les garde pendant que je cours d'un petit boulot à un autre, essayant de gratter de quoi acheter de la nourriture, payer le gaz et, parfois, offrir un peu de douceur à mes filles. C'est une vie faite de survie, sans espace pour le superflu. Pourtant, malgré tout, j'avais toujours trouvé du réconfort dans ces quelques souvenirs que je conservais de mes parents, un briquet en argent gravé, une vieille montre qui avait cessé de fonctionner, et une bague à l'éclat terni. Ces objets étaient des reliques du passé, des fragments de leur existence qui manqueraient dans la réalité. Mais ils disparaissaient. Cela avait commencé par le briquet. Je me souviens avoir retourné la caravane de fond en comble, fouillé chaque tiroir, chaque recoin, chaque pile de vêtements froissés. Rien. Puis ce fut la montre. Et enfin, la bague. Chaque disparition était comme un coup de couteau. Ces objets n'avaient aucune valeur pour les autres. Mais pour moi, ils étaient tout ce qu'il me restait de mes parents. Pendant un temps, j'ai essayé de me convaincre que c'était moi qui perdais la tête. Peut-être que la fatigue, le stress, ou simplement l'usure de la vie me jouaient des tours. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Quelqu'un venait dans ma caravane. Je ne dormais plus. La nuit, je restais assise dans le silence oppressant, les oreilles tendues vers le moindre bruit étrange. Le vent dans les arbres ressemblait à des murmures. Les craquements de la vieille structure de la caravane évoquaient des pas furtifs. Parfois, je croyais entendre un souffle juste derrière moi. Mais chaque fois que je me levais, armée d'un couteau de cuisine, il n'y avait rien. Juste le vide. Les jours passaient et la tension ne faisait que croître. J'évitais de trop en parler, même à ma grand-mère. Elle avait ce regard perçant qui semblait deviner toutes mes pensées. Chaque fois que je tentais d'aborder le sujet des disparitions, elle éludait la question d'un revers de main ou d'un sourire énigmatique. « Ce sont sûrement les enfants qui jouent avec », disait-elle. Mais Léo et Mathis savaient à quel point ces objets étaient importants pour moi. Ils n'y auraient jamais touché sans me le dire. Un matin, alors que je préparais leur petit déjeuner, Mathis est venu me voir en pleurant. Il tenait une petite poupée de chiffon dans ses mains. Une poupée que je n'avais jamais vue auparavant. « C'est mamie qui me l'a donnée », sanglotait-il. La poupée avait quelque chose d'étrange. Elle semblait vieille, abîmée, mais ce n'était pas ce qui me dérangeait. C'était son visage, cousu grossièrement, avec des yeux en perles noires et un large sourire malicieux. Quelque chose, dans cette poupée, me mettait mal à l'aise. Je suis allée voir ma grand-mère. Elle était dans la cuisine, en train de préparer un gâteau, comme si de rien n'était. « Mamie, d'où vient cette poupée ?» Elle a levé les yeux vers moi, son sourire toujours figé. « C'est juste une vieille poupée que j'ai retrouvée dans le grenier. Mathis l'aime bien. »« Je n'aime pas qu'il joue avec ça, » ai-je rétorqué. « Tu te fais du souci pour rien, ma chérie. Ce n'est qu'un jouet. » Je n'ai pas insisté. Mais cette nuit-là, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Je n'arrivais pas à chasser cette poupée de mon esprit. Elle me hantait. Et plus j'y pensais, plus je réalisais que depuis que cette poupée était apparue, les nuits étaient encore plus oppressantes. Puis vint ce soir-là. Celui qui allait tout changer. Je venais de rentrer de mon travail à la station-service.
Mes mains étaient encore poisseuses de l'odeur de l'essence. Et mes muscles me faisaient mal. Les jumeaux dormaient chez ma grand-mère. Ce qui était devenu une habitude ces derniers jours. Je poussai la porte de la caravane. Et la première chose que je remarquai fut le froid. Un froid glacial. Anormal. Qui me glaça jusqu'aux os. Quelque chose n'allait pas. Et c'est là que je le vis. Un objet qui dépassait du sol. À quelques mètres de la caravane. La lumière de la lune se reflétait sur le métal terni. Mon cœur s'accéléra. Je sortis, le souffle court, et m'agenouillai pour dégager l'objet. C'était le briquet de mon père. L'angoisse monta en moi comme une vague. Pourquoi était-il enterré ici? En creusant un peu plus, je découvris la montre, puis la bague. Mais il y avait autre chose. Quelque chose de mou et de puant. En grattant davantage la terre humide, mes doigts touchèrent une surface rugueuse et irrégulière. J'écartai la terre et découvris un amas de vieux ossements. Ils étaient disposés en cercle, entourant ce qui semblait être un cœur d'animal noirci par le temps. Mon estomac se retourna, et je reculai d'un bond. Le lendemain, je questionnai ma grand-mère sur ce que j'avais trouvé. Elle m'écouta en silence, puis posa doucement sa main sur la mienne. « Ce n'est rien, ma chérie. Parfois, il vaut mieux ne pas remuer le passé. » Son regard s'attarda sur mes fils. Un frisson me parcourut. Ce soir-là, je les ramenai à la caravane. Mais pendant la nuit, un bruit étrange me réveilla. La porte de leur chambre était fermée à clé de l'intérieur. J'entendais Mathis pleurer derrière. J'essayai de forcer la porte, mais elle ne bougea pas. Quand enfin je parvins à entrer, la pièce était vide. La fenêtre grande ouverte. Les lits, froids et défaits. Ils avaient disparu. Je suis resté là, figé dans l'horreur de la situation. J'avais ouvert la porte de la chambre en un éclair, brisant la serrure avec frénésie. Mais ce que j'ai trouvé n'était rien de ce que j'avais imaginé. Le vent s'engouffrait dans la pièce, secouant les rideaux comme des draps mourants. La fenêtre grande ouverte, les lits laissés dans un chaos glacé. L'air était saturé de la senteur métallique du sang séché et de quelque chose d'indéfinissable. Les jouets des enfants, dispersés autour du sol, semblaient avoir été là depuis une éternité. Mais ils n'étaient pas là. Je suis sorti en courant, appelant leur nom. Mais tout était silencieux. Aucune trace. Ni dans la caravane, ni à l'extérieur. J'ai cherché dans la forêt. La lumière de la lune filtrait à travers les arbres morts, leurs branches tordues comme des bras figés dans la douleur. Mais la forêt était vide. Vide de tout, sauf du bruit des feuilles mortes qui craquaient sous mes pas. Paniqué, j'ai foncé chez ma grand-mère. J'ai frappé à sa porte en hurlant. Mais la maison était noire, muette, comme si elle avait cessé d'exister. Enfonçant la porte à coups de pied, je suis entré dans la cuisine. C'était là, dans cette pièce, que tout avait commencé à changer. Elle était assise là, à la table, la même expression impassible sur son visage. La vieille poupée de chiffon était posée devant elle, ses perles noires luisant sous la lumière vacillante. Mon cœur a battu dans ma poitrine. Je sentais un frisson glacé me parcourir. « Où sont mes enfants ?» ai-je crié, les larmes coulant sur mon visage. Ma grand-mère a levé les yeux lentement. Ses mains pâles éveillent comme des cadavres serrant la poupée. « Ils sont là où ils doivent être », a-t-elle murmuré d'une voix sans émotion. « Tu as fait ce qu'il fallait, ma chérie. Maintenant, tu dois comprendre. » J'ai reculé d'un pas, un frisson de terreur me parcourant. C'était comme si tout ce qui m'entourait avait perdu sa substance, comme si la réalité elle-même se déchirait sous mes pieds. Tu ne comprends pas, ma chérie.
a continué ma grand-mère, sa voix se faisant plus grave, plus lourde. Tout ce que tu as vu, tout ce que tu as vécu, c'est dans le sang. C'est dans notre héritage. Elle s'est levée, sa silhouette tordue dans la lumière tamisée de la cuisine, et s'est approchée de moi d'un pas lent, presque imperceptible. J'ai vacillé, le sol s'effondrant sous mes pieds. Son visage se déformait. Ses traits se tordaient comme si la peau elle-même voulait s'arracher de son corps. Le sourire de la poupée se dessinait lentement sur le sien, ses yeux perçant l'obscurité comme deux perles noires. Ses mains, maintenant longues et décharnées, tenaient un objet qui brilla dans la faible lumière. C'était un pendentif, semblable à celui que mon père portait autrefois. Tout cela, ma chérie, a-t-elle chuchoté, est le prix que nous payons. Le prix que tu as payé. Je ne pouvais plus bouger. Mes yeux se fermaient. Mes forces m'abandonnaient. J'avais tout perdu. Elle savait que je finirais par découvrir la vérité et qu'à ce moment-là, je serais trop faible pour m'échapper. Le temps a passé. Les années se sont effacées. Mais l'ombre de cette nuit continue de me hanter. Aujourd'hui, je suis enfermée dans cette chambre blanche jusqu'à la fin de mes jours. Les médecins m'ont dit que tout cela était une hallucination, un délire lié à une dépression, infanticide impardonnable pour la justice. Mais je sais la vérité. Je sais que mes enfants vivent toujours quelque part, dans une autre réalité, un monde sombre où les âmes perdues errent sous la lumière blafarde de la lune. Ma grand-mère, cette vieille créature, continue de hanter ce monde. Elle n'est pas morte. Elle n'est jamais morte. Elle a pris une autre forme, plus jeune, plus forte, plus insidieuse. Et elle sait que je ne reviendrai jamais de cet endroit, que je suis piégée dans cette pièce. Mais je sais aussi que quelque part, au fond de la forêt, mes enfants attendent. Un jour, j'espère que quelqu'un lira ces lignes, écrites sur le seul espace de liberté qu'il me laisse, et prendra au sérieux mon histoire. J'espère qu'il se rendra en ce lieu aujourd'hui oublié pour enfin libérer mes enfants des griffes de cette bête